Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des effets du pouvoir sur le cerveau. Donc commençons donc directement et rentrons dans le vif du sujet. Charles Schmitt débute son article en parlant du président turc actuel, Erdogan. En effet, Erdogan a connu une ascension fulgurante. Il est enfant d'une famille d'immigrés géorgiens qui vivaient dans le quartier du port d'Istanbul. Il vendait des beignets dans les rues, rêvait de devenir footballeur ou imam. La réalité a été très différente, et vous le savez. En 1994, il est élu maire d'Istanbul, puis en 2003, il est nommé Premier ministre de la Turquie. Les gens placent alors une confiance absolue en ce fils de pauvre caboteur qu'ils considèrent comme l'un des leurs. 10 ans plus tard, les choses changent. Des manifestations éclatent en 2013 contre un projet de construction dans le parc Gezi d'Istanbul. L'État réagit alors avec une rare violence, envoyant des gaz lacrymogènes et des canons à eau contre la foule. La même année, Erdogan est menacé par un scandale de corruption qui implique aussi des ministres de son gouvernement. Suspectant un complot, il fait arrêter policiers, procureurs, et pour faire taire ses adversaires s'immisce dans la justice, censure Internet et les médias, menace les représentants de la presse. En même temps, le maître d'Ankara aspire à une réforme du système politique qui augmenterait encore son pouvoir. Son style de gouvernement donne l'image d'un homme de pouvoir imbu de lui-même qui a perdu le sens de la mesure politique. Paradoxe. Erdogan a commencé son mandat comme un réformateur déterminé, ayant aboli la peine de mort, renforcé la liberté d'expression et tenté d'améliorer la situation de la minorité kurde. Alors, que s'est-il passé en route? Eh bien, Charles Schmitt nous dit que l'historien John Dalberg Acton aurait sans doute répondu que la cause de ce changement est le pouvoir lui-même. À la fin du XIXe siècle, Dalberg Acton inaugure l'expression le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Comment ne pas voir dans les faits que nous tend l'actualité une triste confirmation de cette analyse? De la Russie à la Chine, en passant par le destin d'Erdogan, l'équilibre de la planète semble fragilisé par la spirale de l'hubris. Mais la politique n'a pas la même mise sur les dérives du pouvoir. Qu'il s'agisse du secteur bancaire, du spectacle ou du sport, avec les scandales de corruption au sein de l'instance mondiale du football par exemple, là où les autorités agissent de manière incontrôlée, le copinage et la corruption s'installent. Le pouvoir émerge partout où des gens se rencontrent. En politique, dans des entreprises, mais aussi entre amis et dans les relations de couple. Le philosophe et mathématicien Bertrand Russell affirmait même que le pouvoir revêtait en sciences sociales la même importance que l'énergie en physique. Pour Russell, il était même le moteur fondamental du comportement humain. En 2016, une équipe dirigée par la psychologue sociale Susan Fiske de l'université de Princeton révèle un fait central. Quiconque fait l'expérience du pouvoir se sent poussé à l'action. Le pouvoir permet aux gens d'agir librement, nous dit-elle. Non seulement il développe la motivation, mais il rehausse aussi le statut. Adam Galinsky, le psychologue de la Columbia Business School, a donné une preuve de ce fait à travers une expérience éclairante. Il demanda à des participants de décrire un épisode de leur vie lors duquel ils avaient détenu un pouvoir sur une autre personne. À titre de comparaison, il demandait à d'autres personnes de relater un événement où une autre personne avait exercé un contrôle sur elle. Ce subterfuge a permis d'activer inconsciemment le concept de pouvoir, dans un sens ou dans l'autre, selon la technique dite de l'amorçage. Ensuite, les participants étaient invités à se rendre dans une pièce à l'écart, où d'autres tâches les attendaient. Sauf que sur le bureau se trouvait un énorme ventilateur qui leur soufflait de l'air froid sur le visage. Deux tiers des participants, préalablement amorcés dans la situation de pouvoir exercer, ont écarté sans hésiter le ventilateur gênant. A l'inverse, seul un tiers des participants amorcés dans la situation du pouvoir subi ont osé le faire. Les personnes qui disposent d'un pouvoir et celles qui n'en ont pas habitent des mondes totalement différents et les créent également par leur propre comportement, estime le psychologue social Dasher Kettner de l'Université Californie de Berkeley. Selon sa théorie, nous avons tendance à être inhibés dans les situations d'impuissance, à nous concentrer davantage sur les besoins des autres et à être plus sensibles aux punitions. Au contraire, lorsque nous gagnons en influence, nous ne nous sentons pas seulement mieux, mais nous devenons également plus sensibles aux récompenses et prenons plus de liberté. Avec parfois de curieuses conséquences, ce qu'a mis en évidence Keltner, pour influencer le sentiment de pouvoir chez les participants à ces expériences, il formait par exemple des groupes de 3 personnes et chargeait l'une d'entre elles d'évaluer les performances des autres. À la fin de la session, il faisait circuler une assiette de pâtisserie parmi les participants. Les scientifiques observaient alors attentivement ce qui se passait quand il ne restait qu'un seul biscuit. Résultat, dans une majorité de cas, c'étaient les personnes qui avaient eu le droit de juger les autres qui se saisissaient du dernier biscuit. En outre,
Les images prises à l'aide d'une caméra cachée ont révélé qu'elles mangeaient plus souvent la bouche ouverte et laissaient plus de miettes sur leur visage. De manière générale, les études du monde de la psychologie sociale sur ce thème laissent entrevoir une tendance claire. Plus les individus ont du pouvoir, moins ils respectent les normes sociales. À partir de quel moment cela devient-il réellement problématique? Pour le philosophe politique Florentin Machiavel, un style de gouvernement réussi implique que les dirigeants agissent sans scrupule et de manière sournoise. Dans son ouvrage intitulé Le Prince, Machiavel nous dit: il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé. On parle alors de machiavélisme quand un dirigeant poursuit ses objectifs sans tenir compte des limites morales et juridiques. Mais en psychologie, on s'intéresse au machiavélisme, en la décrivant comme un trait de personnalité. Les personnes qui en sont pourvues sont soucieuses de leur réputation et de leur influence, recherchent toujours leur propre avantage et exploitent froidement leurs semblables à des fins personnelles. Avec le narcissisme et la psychopathie, le machiavélisme forme ce que l'on appelle la triade sombre. Selon une étude du psychologue canadien Kibom Lee, les personnes présentant ces trois caractéristiques, donc machiavélisme, narcissisme et psychopathie, sont particulièrement avides de biens matériels et de domination sociale. Ce qui pose la question: si la corruption et les abus sont si fréquents dans les sphères dirigeantes, est-ce parce que les personnes dotées de ce type de personnalité en triade sombre sont plus souvent attirées que les autres par l'argent et les positions d'influence? En réalité, nous dit Sarah Schmitt, le fait que la quête outrancière du pouvoir soit socialement réprouvée plaiderait plutôt contre ces explications. Quiconque cherche à tout prix à s'emparer du fauteuil du chef suscite instinctivement la méfiance. C'est du moins le cas pour les femmes, comme l'a démontré Dasher Kettner. Avec son groupe de travail, ce dernier a étudié les hiérarchies sociales au sein d'une association d'étudiantes américaines. Les jeunes femmes, avec des tendances machiavéliques, étaient plus souvent la cible de médisance que les autres, et on les jugeait moins aptes à occuper des fonctions supérieures. Ces ragots et rumeurs serviraient ainsi de contre-pouvoir, ayant pour effet de remettre à leur place des candidates potentiellement abusives. Dans cette même expérience, c'était plutôt les femmes qui faisaient la preuve de leurs compétences sociales et s'engageaient pour le bien du groupe qui voyait leur influence augmenter. Reste à savoir si ce résultat est aussi valable pour les hommes. Comme l'ont montré certaines études, les femmes sont davantage sanctionnées pour un comportement dominant que leurs collègues masculins. Des psychologues de l'université de Yale, dans le Connecticut, ont par exemple demandé à des volontaires de consulter les sites web de deux candidats au Sénat et de décider pour lequel ils souhaiteraient voter. Sauf que les descriptions des deux candidats étaient identiques, seul leur sexe différait. Certains descriptifs comportaient en outre une indication selon laquelle le candidat était l'un des politiciens les plus ambitieux de tout l'État et qu'il avait toujours eu une volonté de puissance débridée. Dans ce cas, les suffrages seraient portés massivement sur le candidat homme, comme si cette caractéristique était mieux acceptée que chez une femme. Charles Schmitt nous dit alors que la plupart des résultats obtenus dans les recherches en psychologie sociale ne sont pas flatteurs pour les chefs. Lorsque les gens gagnent en pouvoir, ils surestiment davantage leurs capacités, prennent plus de risques, pensent plus en termes de stéréotypes et ignorent plus souvent les points de vue différents des leurs que les personnes qui se sentent moins en contrôle des situations. Mais l'effet des positions d'influence n'est pas seulement négatif. On observe par ailleurs que les personnes puissantes semblent mieux maîtriser certaines tâches intellectuelles, comme lorsqu'il s'agit de ne pas se perdre dans les détails. Un gain d'autorité a donc un effet durable sur notre façon de penser et d'agir avec des avantages et des inconvénients. L'ensemble de ces modifications est souvent expliqué par une théorie dite des travaux d'abstraction. Selon cette théorie, les objets, les personnes ou les événements nous paraissent plus ou moins proches selon leur éloignement physique et aussi selon la nature du lien qui nous associe à eux. Nous aurions aussi tendance à considérer comme plus rapprochés physiquement des personnes qui nous sont proches affectivement, et dans un cas comme dans l'autre, le réflexe est de traiter une situation ou une personne proche de façon plus incarnée, détaillée et concrète, alors qu'on abordera une situation ou une personne éloignée de manière plus abstraite et généralisante. Quel est le rapport avec le pouvoir? Les personnes occupant des postes élevés n'ont plus à se préoccuper des détails. Elles prennent plus en compte les grandes lignes d'une situation. Un paquet d'actions doit être cédé. Une filiale doit être fermée. Un quartier doit être modernisé. Ces individus disposent d'une plus grande marge de manœuvre et sont plus indépendants que leur entourage. La distance avec les personnes et les situations est, selon la théorie des niveaux d'attraction, plus élevée que pour une personne en situation de pouvoir faible. Conséquence, il faudrait s'attendre à ce que les cadres pensent de manière plus abstraite et généralisante que leurs subordonnés. La psychologue sociale Pamela Smith, de l'Université de Californie à San Diego, a vérifié cette hypothèse dans plusieurs expériences. Tout comme Adam Galinsky, dans son étude impliquant les ventilateurs,
Elle a utilisé une technique d'amorçage pour susciter des sentiments de pouvoir ou d'impuissance chez ses sujets. Il devait ensuite mémoriser puis restituer une série de mots qui leur étaient présentés. Il s'agissait donc d'un test de mémoire classique à un détail près. Tous les mots, comme rideau, rebord et vitre, étaient étroitement liés à un terme qui n'apparaissait pas lui-même, qui ici était le mot fenêtre. Une partie des sujets s'est laissé prendre au piège et a tout de même nommé le mot manquant. Et ceux à qui l'on avait suggéré une situation de pouvoir ont fait l'erreur plus souvent. Ils ont apparemment essayé de saisir le concept général regroupant les différents termes sans s'attarder sur les détails, ce qui, dans ce cas, était une tactique plutôt mal adaptée. D'autres expériences réalisées avec d'autres tâches mentales ont abouti au même résultat que les études de Galinsky et Smith. Sauf qu'il y avait un détail supplémentaire, les individus en situation de pouvoir se comportent de manière moins altruiste que ceux en situation d'impuissance. Au lieu d'utiliser leurs possibilités pour le bien du groupe, les personnes influentes gèrent plus souvent leurs propres affaires et montrent en outre moins de compassion pour leurs semblables. Certains scientifiques expliquent également ce phénomène par la théorie des niveaux d'abstraction. Ceux qui considèrent leurs subordonnés comme des entités abstraites feront moins d'efforts pour comprendre leur point de vue et leurs souhaits. Au lieu de cela, ce sont leurs propres désirs qui passent au premier plan. Ainsi, un groupe de travail dirigé par le psychologue social Samuel Bandahan de l'Université de Lausanne a étudié ce phénomène en 2015 à travers ce qu'on appelle le jeu du dictateur. Ici, les personnes testées devaient répartir une somme de 20 euros entre elles-mêmes et les autres membres du groupe, ce qui les confrontait à un dilemme éthique, privilégier ses propres gains ou faire preuve d'équité, car elles avaient la possibilité de se servir elles-mêmes de manière privilégiée, voire disproportionnée. Seule contrepartie, la quantité totale d'argent distribué diminuait au détriment des autres membres de l'équipe, alors que si au contraire les participants s'accordaient une somme moindre, le pot commun était plus grand pour tous. Paramètre déterminant de l'expérience, l'autorité conférée aux participants variait en fonction des conditions de l'expérience. Certains pouvaient décider de l'argent qui serait partagé avec un autre individu, tandis que d'autres étendaient leur pouvoir sur trois personnes et non plus une seule. Le résultat de cette étude donne raison au point de vue pessimiste de John Dalberg Acton, qui est que plus les sujets ont d'influence, moins leurs décisions sont équitables. Parmi les sujets ayant un faible pouvoir de décision, moins d'un sur deux a choisi de donner plus d'argent à lui-même qu'à son unique coéquipier. Alors que parmi les personnes en position de force, près de 90% ont raflé le gros de l'argent. Comment ne pas penser aux énormes écarts de salaire que l'on peut trouver dans les grands groupes? Toutefois, les conditions sociales de l'exercice du pouvoir ne sont pas l'unique facteur d'enjeu. Les différences biologiques jouent aussi un rôle. Alors de ce fait, l'effet observé dans cette expérience était renforcé par une donnée hormonale, le taux de testostérone mesuré chez les joueurs. Testostérone et situation de pouvoir aboutissent donc à une situation d'abus caractérisée, ce qui se traduit notamment dans cette expérience par le fait que les hommes ont agi nettement plus souvent au détriment de leurs coéquipiers que les femmes. Comment les personnes en situation de pouvoir justifient-elles ce système de deux poids deux mesures? Eh bien, elles déploient ce qu'on appelle une double morale. En clair, elles appliquent souvent des critères différents à elles-mêmes et à leurs subordonnés. Le psychologue social Joris Lammers a montré à ses collègues comment la position sociale modifie les jugements moraux. Pour influencer le sentiment de pouvoir de leurs volontaires, les scientifiques ont une fois de plus eu recours à la méthode d'amorçage. L'équipe a d'abord amené les participants à se remémorer des événements lors desquels ils s'étaient sentis soit désemparés, soit au contraire puissants. Ensuite, les sujets devaient répondre à des questions telles que: est-il acceptable de s'approprier un vélo abandonné, de tricher en déclarant ses impôts, d'enfreindre les limitations de vitesse? La moitié des participants devaient indiquer dans quelle mesure ces comportements étaient acceptables pour eux et l'autre moitié devait préciser s'ils étaient acceptables de la part des autres. Les résultats ont de quoi inquiéter. Les participants ayant été amorcés par des situations de pouvoir ont appliqué des critères beaucoup plus laxistes à leur propre comportement qu'à celui d'autres personnes, ce qui n'était pas le cas des individus ayant été amorcés par l'impuissance, qui ont porté des jugements sur eux-mêmes analogues à ceux portés sur les autres. Parfois, ces sujets ont même jugé leurs propres fautes plus sévèrement que celles de leurs semblables. Parlons donc maintenant de Philippe Zimbardo, de l'Université californienne de Stanford. C'est à lui que l'on doit la fameuse expérience Stanford Prison de 1971, depuis lors controversée mais toujours très influente, au cours de laquelle les scientifiques ont simulé le rapport de force dans une prison avec des volontaires. En lançant une pièce de monnaie, les chercheurs déterminaient si un participant devait jouer le rôle d'un gardien ou d'un prisonnier. Ce qui n'était qu'un jeu de rôle a rapidement dégénéré en de véritables mauvais traitements, au point que les psychologues a dû y mettre un terme.
Malgré sa remise en question scientifique, cette expérience est devenue l'une des études les plus connues dans le champ de la psychologie sociale et continue d'éclairer des faits d'actualité troublants. Lorsque le scandale de la torture pratiquée par des gardiens américains dans la prison irakienne d'Abu Ghraib en 2004 suscitait l'horreur dans le monde entier, Zimbardo a été appelé à la rescousse. Il a témoigné en tant qu'expert au procès de l'un des gardiens, Ivan Frederick. Le tribunal militaire a accusé le sous-officier américain de nombreux mauvais traitements. Il aurait forcé 3 détenus irakiens à se masturber et aurait frappé un autre détenu si fort sur la poitrine qu'il aurait été nécessaire de le réanimer. Il existe en outre des photos montrant l'accusé assis à tailleur, posant sur un détenu lui-même accroupi. La déclaration de Philippe Zimbardo a été surprenante. Il a défendu le tortionnaire et a plaidé pour une peine plus légère. Selon le psychologue, peu de personnes auraient pu résister à l'atmosphère toxique d'Abu Ghraib. Les militaires accusés auraient succombé au pouvoir de la situation, tout comme les sujets de son expérience. Le Pentagone était d'avis que quelques pommes pourries parmi les soldats étaient responsables des violations des droits de l'homme. Zimbardo a rétorqué, je cite, le problème n'est pas dû à des pommes pourries. En fait, il est dû à des cajots pourris qui corrompent les individus normaux qui s'y trouvent. Alors, est-ce que le psychologue social s'est montré trop simpliste dans sa déclaration? Celle-ci est problématique parce qu'elle minimise la responsabilité personnelle des auteurs, comme s'ils étaient exposés sans volonté ni défense à leur environnement. Mais aussi contraignante que soit une situation, dans la plupart des cas, nous dit Charles Schmitt, les personnes impliquées ont plusieurs choix d'action possibles, en particulier lorsqu'elles se trouvent dans une position d'influence. Parce qu'en premier lieu, le pouvoir est une force désinhibitrice. Il pousse à agir plus qu'à rester passif. Le sociologue Max Weber le considérait ainsi comme une chance, celle d'imposer sa propre volonté en dépit de ce qui s'y oppose. Le fait que les dirigeants utilisent leur influence pour le bien de leurs subordonnés ou pour le leur dépend de nombreux facteurs, de la situation politique ou de la culture d'entreprise par exemple, mais aussi de la personne elle-même. En d'autres termes, le pouvoir corrompt bien souvent, mais ce n'est pas une fatalité. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt.